débat. #OVPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. On va revenir sur le pacte de Marrakech, sur les migrations ou le pacte de la discorde, devrait-on dire. C'est un peu passé inaperçu. Pourtant, ça y est, il a été ratifié à l'ONU. La France y a contribué. Ça a d'ailleurs fait partie des sources de grogne chez les Gilets jaunes. Source aussi de fake news en tout genre. Pourquoi ce texte, pourtant non contraignant, fait-il tant hurler? Que va-t-il changer très concrètement? On va ouvrir le débat avec nos invités après ce sujet de Julie Hulin. Après de nombreuses controverses, le pacte de Marrakech a enfin été ratifié. De son vrai nom, Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le texte d'une 40aine de pages est consultable en ligne sur le site des Nations Unies. 23 objectifs ont été formulés pour aider les pays à faire face aux migrations. Parmi eux, mieux connaître les flux au moyen de collecte de données précises, améliorer la coopération entre les pays pour gérer les frontières, renforcer les actions pour lutter contre les réseaux de passeurs. Concernant les migrants, le texte appelle à les doter de preuves d'identité légale et à ne recourir au placement en rétention administrative qu'en dernier ressort. Ce pacte mondial est non contraignant. Les États ne sont pas obligés de le mettre en œuvre et leur souveraineté en matière d'immigration n'est pas remise en cause. Ratifié hier à une très large majorité, seuls 5 pays sur 165 ont voté contre. Les États-Unis, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne et Israël. Avec nous pour le grand débat dont va plus loin Sophie Taillé-Polian. Bonsoir, bienvenue, bonsoir. Sénatrice du Val-de-Marne, apparentée au groupe socialiste et républicain. Corentin Le Fur, bonsoir, adjoint LR au maire d'Aubonne dans le Val d'Oise. Damien Lempereur, bonsoir, porte-parole de Debout la France. Et Frédéric Lefebvre, bonsoir à vous, vice-président du parti Agir, ancien ministre et ancien député. Sur le papier, c'est un texte qui semble prôner des principes plutôt louables sur le plan moral, qui n'est pas contraignant et qui n'affecte pas la souveraineté des États. Damien Lempereur, qu'est-ce qui vous gêne dans ce texte? Précisément que cette présentation est mensongère, en tout cas selon nous. Alors justement, faites-nous votre présentation de ce texte. Selon nous, à Debout la France, et c'est tout le principe de la soft law qui consiste à présenter des choses comme non contraignantes et qui bien sûr après prennent une force juridique plus importante. Mais ça c'est de l'interprétation. Non, c'est la réalité. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne était non contraignante, le préambule de la Constitution était non contraignante et en réalité cet instrument-là est transposé dans le droit. Et là, la Commission européenne, qui était présente comme observateur à l'ONU, va bien entendu transposer juridiquement dans ces textes. Donc ce que vous craignez, c'est que ces engagements a priori non contraignants deviennent contraignants. C'est ça votre crainte. Et c'est d'ailleurs, quand on regarde, et tout professeur de droit ne pourrait pas dire le contraire, quand on regarde l'histoire de la création normative, c'est bien sûr comme ça qu'on procède quand on ne veut pas trop frontalement proposer des choses qui sont rejetées. Je rappelle, je parlais de la Charte des droits de l'Union européenne, qui n'était pas contraignante et qui l'est devenue, puisque les cours européennes, en gros, l'ont reprise dans leur jurisprudence. Et ensuite, les cours françaises, la Cour de cassation, appliquent et suivent, puisque l'ordre maintenant supranational est supérieur à l'ordre national. Bon, c'est un peu technique, mais disons que je rappelle que le référendum de 2005, quand on a proposé une constitution pour cette Europe-là, telle qu'elle est mal construite, les Français ont rejeté. Donc pour pas affronter les refus, on explique que c'est pas contraignant, etc. Ce qu'il faudra dire, et ça sera l'objet du débat, c'est regarder ce qu'il y a dedans. Ah bah ça, ne vous inquiétez pas, on a bien regardé. Et c'est là, effectivement, où on peut, deux visions s'opposent. Nous, on trouve que ce qu'il y a dedans n'est pas si louable que ça, puisqu'on part d'un postulat qui est que les migrations sont quelque chose de positif. Et je ne suis pas sûr, et ce sera l'objet du débat, que ce soit réellement le cas. Je suis même sûr du contraire. Est-ce qu'il y a une crainte, effectivement, est-ce que ces engagements a priori non contraignants deviennent contraignants finalement, avant même de parler du fond du texte? Écoutez, c'est quand même, il s'agit bien du fond du texte. Alors déjà, moi je voudrais dire que c'est un pacte pour une migration sûre, des migrations sûres, ordonnées et régulières. Non, mais parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle. Il s'agit de migrations sûres, ordonnées et régulières. Donc il ne s'agit pas, comme on entend par-ci, par-là, de ci, de là, par un certain nombre de personnes qui attisent, qui agitent des chiffons rouges, d'organiser la désorganisation. Bon, ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors sur le fond du texte, effectivement, je comprends que certains soient inquiets, parce que comme notamment il est inscrit qu'il faut encourager un débat public fondé sur l'analyse des faits et que certains, sans arrêt, agitent des chiffons rouges, disent des contre-vérités. Finis la phrase tout de même, parce que je l'ai sur les yeux, sur l'analyse des faits afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, malheureusement, on se sert des problèmes d'émigration
pour attiser les difficultés sociales. Il y a exactement 23 objectifs fixés dans ce texte, puisqu'on est précisément sur les mots. Je vais effectivement les répéter. Corentin Le Fur, je vais vous faire réagir. Assurer l'accès des migrants aux services de base, l'objectif 15, je l'ai pris comme exemple. Donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale, l'objectif 16. Et l'objectif 17, éliminer toutes les formes de discrimination et encourager un débat public afin de faire évoluer la manière dont les migrations sont perçues. Corentin Le Fur, est-ce que ce texte vous gêne sur le fond ? Alors, il y a le texte, c'est-à-dire très précisément ce qui est écrit. Il y a ses interprétations, et il y a ensuite les portes que le texte ouvre. Sur la base, on a un texte qui, effectivement, d'un point de vue légal, à l'instant T, est juridiquement non contraignant, et enchaîne un certain nombre de perles, de principes très généraux, parfois même très flous, sur lesquels on pourrait à peu près tous se mettre d'accord. Oui, il y a même un principe qui appelle à renforcer la souveraineté des États et à respecter le droit de la souveraineté. Donc, il y a une chose. Bon, il y a le premier texte où on aurait l'impression que c'est plus un texte pour se donner bonne conscience de manière internationale, comme aime beaucoup faire l'ONU d'ailleurs, qu'autre chose. Ensuite, il y a les portes ouvertes. On peut tout de même forcément imaginer que ce texte est un principe et peut-être un effet de levier important pour un certain nombre de personnes à Bruxelles qui, on le sait, rêvent de quotas de migrants à l'échelle européenne, rêve d'un certain nombre, on parlait du principe de transposition, rêve de pouvoir faire un certain nombre de directives qui, par hiérarchie des normes, finiraient dans un droit français. Et puis on peut aussi imaginer que ce serait un effet de levier, une opportunité pour la CEDH, qui pourrait en tenir compte si la France signe dans un certain nombre de ses avis, qui ensuite pourrait devenir jurisprudentiel. Donc il y a cet aspect-là. Moi, je vois beaucoup de méfiance, j'entends beaucoup de méfiance. Frédéric Lefebvre, est-ce que cette méfiance vous semble justifiée ? Est-ce que l'histoire a montré qu'effectivement, avec ce genre de pacte, finalement, les États perdaient un peu de souveraineté ? D'abord, je pense que le point le plus important en réalité du pacte, et qui est un point sur lequel moi je me bats depuis très longtemps, c'est, et sur lequel d'ailleurs tout le monde devrait se battre, de mon point de vue, c'est que la question de la maîtrise de l'immigration, c'est pas une question nationale. Faire croire dans un pays comme la France, aussi moderne que la France, avec les moyens de transport d'aujourd'hui, avec les moyens de communication d'aujourd'hui, que c'est la France qui pourrait toute seule dans son coin arrêter l'immigration, comme je l'entends en permanence, c'est juste une blague. Et donc, enfin, il y a un texte qui oblige, et pour le coup, c'est contraignant, qui oblige à une prise de conscience internationale. Après, il y a évidemment, je sais parfaitement, et on le sait tous, qu'il peut arriver que sur le long terme, tel ou tel texte qui n'est pas contraignant devienne par la force de la jurisprudence, parce qu'il va être repris par tel ou tel législateur. Enfin, c'est pas parce que ce texte existe que la Commission, par exemple, va prendre une directive. Enfin, vous lui reprochez suffisamment de prendre des directives, notamment sur la question de l'immigration, sans qu'il y ait ce pacte-là, pour que ce soit ça qui soit le danger. Et le vrai sujet le deuxième vrai sujet qui est essentiel, de mon point de vue, et qui finalement n'est pas si loin de ce que vous disiez tout à l'heure, parce que le texte, il ne dit pas du tout, c'est formidable, l'immigration, c'est extraordinaire. Il dit qu'il faut arrêter de culpabiliser en permanence les migrants. Et d'ailleurs, je le dis d'autant plus, j'ai été député des Français de l'étranger, il y a beaucoup de Français qui sont migrants et qui se retrouvent parfois d'ailleurs avec la même situation, à vivre la même situation dans un certain nombre de pays. Mais il y a un point qui est essentiel et qui rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure et qui devrait normalement tous nous réunir, qui est un sujet d'ailleurs sur lequel je me bats depuis très longtemps, qui est la question d'aider dans les pays sources d'immigration au développement économique. C'est le point numéro 2. Lutter contre les facteurs négatifs et les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine. Et ça devrait tous nous rassembler. Et ce que je trouve lamentable, et je le dis c'est qu'un certain nombre de partis politiques, on va y pas citer nommément ceux qui sont autour de la table, mais ceux qui le font se sentiront visés, manipulent en réalité ce pacte dans des perspectives purement électorales. On va y venir, ce sera notre troisième partie. Les européennes qui approchent, et en réalité savent parfaitement que tous les chiffons rouges, pour reprendre la formule, qu'ils agitent, sont en réalité non fondés. Il y a une autre question soulevée par ce pacte de Marrakech, c'est qu'il a été signé et ratifié sans débat préalable. Ni débat citoyen, ni débat parlementaire. Et à l'heure où l'on parle de grandes consultations, un certain nombre de responsables politiques se sont interrogés. Écoutez. Aujourd'hui, Emmanuel Macron essaye en catimini de faire signer ce texte par un de ses
Secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est membre du gouvernement, qui représente la France. Ah bon ? En catimini totale. Il est incroyable qu'un pacte de ce genre, qui émane directement de l'Assemblée générale de l'ONU, ne puisse être discuté devant l'Assemblée nationale. La plus élémentaire des réflexes démocratiques aurait dû être pour le gouvernement d'informer la représentation nationale de ce projet et d'en débattre avec elle avant de prendre définitivement position. Dès lors, Monsieur le Ministre, le gouvernement a-t-il conscience qu'en procédant de la sorte, il contribue à un affaiblissement démocratique, renforçant le sentiment que les peuples n'ont plus leur destin en main ? Sophie Taillé-Polian, ça vous pose un problème qu'il n'y ait pas eu de débat parlementaire autour de ce texte, et même de débat citoyen puisque... Ah mais je vais vous dire, il y a beaucoup de dossiers, de lois qui passent par ordonnance, etc., où le Parlement, il est un petit peu mis de côté, voire pas du tout écouté. Mais sur les sujets migratoires, sur les sujets concernant l'immigration... Beaucoup de sujets qui concernent les Français, que on parle des ordonnances travail, ou qu'on parle de la réforme du baccalauréat, ça ne concerne pas du tout les Français. Enfin, bon, donc, écoutez, je pense qu'il y a quand même beaucoup de moments dans notre débat démocratique global où on parle des problèmes de migration et on le fait d'ailleurs trop souvent, à mon avis, au détriment notamment des questions sociales. Il est vrai cependant qu'on aurait tout à fait pu le faire de manière construite, ce qui aurait permis certainement de voir l'absolue nécessité, je dirais, d'affronter la problématique migratoire, non pas qu'elle soit un problème, mais qu'elle est une question d'ailleurs très douloureuse pour les gens qui sont obligés de quitter leur pays d'origine parce qu'ils n'ont pas les moyens d'y vivre dignement, correctement, ou parce qu'ils sont persécutés, ou alors parce que nous sommes obligés de le constater, il y aura certainement bon nombre de réfugiés climatiques. C'est une question qui se pose et je crois qu'il vaut mieux l'affronter collectivement, tous les pays ensemble, dans un cadre multilatéral, plutôt que de laisser chaque pays confronté à une situation de crise. Et avec un certain nombre de principes qui doivent être bien posés sur la table, à savoir qu'il y a la souveraineté des États, c'est même pas un principe, c'est dans le préambule. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre en cause la politique des États. Personnellement, je souhaiterais que la politique de la France soit un petit peu plus humaine et respecte davantage les droits humains de toutes les personnes qui se retrouvent victimes d'une situation qui les pousse à migrer au péril de leur vie. Damien Lempereur. Je crois au contraire qu'on n'a pas à suffisamment interroger les Français sur l'immigration. Toutes les études et tous les sondages nous montrent qu'il y a une réticence des Français pour plus d'immigration et une volonté en tout cas de réguler différemment l'immigration. Le dernier sondage IFOP, mais pas seulement. Et c'est un sujet typiquement sur lequel on n'a jamais interrogé les Français, par exemple par référendum. Et le fait que ce texte n'ait pas été soumis, et vous êtes parlementaire, vous devriez peut-être vous indigner un peu plus. Mais c'était intéressant ce qui a été dit. Et moi j'aimerais qu'on vienne effectivement sur le fond. Je comprends, Monsieur Lefebvre, ce qu'il me dit, mais je ne suis pas d'accord. Moi je considère que ce pacte, lorsqu'il nous dit à l'heure de la mondialisation, les migrations sont un facteur de prospérité, je pense qu'il y a une erreur fondamentale. Et d'ailleurs, c'était un peu contradictoire. Vous voulez dire qu'il y a de l'idéologie derrière et qu'on essaye d'influencer? Profondément idéologique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ni les États-Unis ni Israël, par exemple, n'ont voulu signer cet instrument qui n'est soi-disant pas contraignant, c'est qu'en réalité, c'est un outil idéologique. Il manque de neutralité. Il manque, à mon avis, au sens de Debout la France, et c'est ce qu'a dit Nicolas Dupont-Aignan, il manque de neutralité. Et je crois qu'il y a une erreur dans le présupposé de départ. Les droits de l'homme, ce n'est pas neutre, monsieur, effectivement. Parce que, précisément, c'est un sujet et une question qu'il faut aborder, dont il faut débattre. Et moi, je ne pense pas que l'humanité, ça soit de considérer, et M. Lefebvre l'a un peu dit, que dans les pays africains, par exemple, ou en Afghanistan, les gens doivent partir. Ce qu'il faudrait faire, au contraire, c'est les aider à avoir un destin dans leur pays. Mais c'est dit, pardonnez-moi, je le rappelle, c'est l'objectif numéro 2. Et c'est ce qui est dit. Mais en tout cas, c'est le numéro 2. Si vous étiez confronté à la misère ou à la guerre, monsieur, je pense que vous considéreriez les choses différemment. On entend toujours les mêmes choses. Il n'y a pas un pays comme la France qui accueille mieux les étrangers en situation irrégulière que la France. On vient encore de voter 2 milliards supplémentaires pour l'accueil des clandestins. Il n'y a pas un pays où les aides sociales sont plus importantes. Citez-moi un seul pays où les étrangers en situation irrégulière sont mieux traités qu'en France. On n'a pas de leçon à recevoir, mais je veux quand même finir mon raisonnement. Et ensuite, Corentin sur l'idée que l'immigration serait par nécessité quelque chose dans la mondialisation de positif. Moi, je ne considère pas que le destin d'un travailleur africain, c'est de finir clandestin, travailler au noir sur un chantier à Paris ou à Londres. Je considère que nous devrions effectivement aider les populations
populations à rester dans leur pays, et donc ça passe par des aides économiques, mais surtout, il faudrait aussi arrêter en politique étrangère de déstabiliser. L'intervention de Nicolas Sarkozy, dont vous étiez ministre en Libye, a été une catastrophe en termes de désorganisation du Sahel jusque... Donc si vous voulez, il faudrait inverser la logique. Source, aux décisions géopolitiques. Le fait d'accueillir sans cesse toujours plus et de dire, comme vous le dites, que si on veut réguler l'immigration, en gros, on n'est pas humaniste, c'est très insultant, n'est pas un facteur d'humanité. Parce que vous faites le jeu, madame, des mafias, des passeurs, de ceux qui veulent faire venir toujours plus. Je ne fais pas le jeu des mafias, précisément parce que le pacte pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a comme un objectif. Ça veut rien dire. C'est des principal. En tout cas, c'est dans le pacte. C'est dans les 23 trafic des êtres humains. Et tant qu'on ne régule pas et qu'on ne met pas les choses sur la table et qu'on n'affronte pas avec une certaine, je dirais, responsabilité les choses, eh bien, on laisse les trafics d'êtres humains se développer. Et c'est ce que vous faites. Non, parce que vous ne voulez pas de frontières. Vous ne voulez pas de frontières, vous ne voulez pas contrôler. Nouvelle, monsieur, je ne veux pas de frontières. Bah, écoutez, je n'étais pas au courant. Pardon, mais vous êtes sénatrice du Parti socialiste qui a voté tous les traités européens qui ont aboli les frontières. Vous voulez le retour des frontières nationales? Corentin Le Fur, soyez plus clair. Et si vous voulez parler de l'espace Schengen, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais il y a des frontières dans notre pays et personne ne peut penser autour de cette table que je ne suis pas favorable à l'existence de frontières. Attendez, Corentin Le Fur qui attend sagement que vous êtes prêt à dire absolument n'importe quoi. C'est vous qui dites n'importe quoi. Il n'y a plus de frontières au sens du contrôle de la circulation des personnes. Il y a des frontières, monsieur, notamment à Roissy. En démocratie, il y a une règle de base qu'il faut savoir écouter le peuple. Pourquoi ce texte pose autant de problèmes? Pas simplement pour son fond, mais pour le message qu'il envoie, c'est-à-dire une idéologie sous-jacente qui, vous l'avez dit, prône le multilatéralisme et l'internationalisme des problématiques, on va dire, qui est en totale contradiction avec les aspirations des peuples européens depuis plusieurs années, puisqu'on a parlé là d'Israël, États-Unis, je vais cibler le débat sur l'Europe, où ça n'a échappé à personne que depuis un certain nombre d'années, plus on essaye d'élargir la problématique des migrations et de déréguler ces flux, et on a droit à une déstabilisation historique de la CDU, 92 parlementaires AfD, la coalition qu'on connaît en Italie, le Brexit, etc., etc. Et on a l'impression que plus les peuples disent « nous voulons un contrôle extrêmement strict d'une manière générale de l'immigration, et en particulier une extrême fermeté vis-à-vis de l'immigration illégale qui est justifiée », ce texte arrive avec un côté un peu donneur de leçons, comme quoi l'Europe aurait besoin de se responsabiliser et de s'humaniser, alors que s'il y a bien une terre qui historiquement a porté des valeurs universelles et continue à les apporter aujourd'hui, c'est l'Europe. Donc cette espèce de sentiment de culpabilité permanent qui arrive en soft law, etc., cristallise le débat et le rend explosif. Et je trouve particulièrement débile d'avoir amené un tel débat à 6 mois d'échéance électorale, qui sont les élections européennes, qui sont justement des passerelles pour les extrêmes. Et on a l'impression que vraiment, certains ont envie que le Front National fasse 40% et que M. Mélenchon fasse 40 autres %. Frédéric Lefebvre. Alors, visiblement, il y a un peu d'incompréhension. D'abord, l'initiative, ça a été rappelé tout à l'heure, elle est mondiale. Donc, c'est pas la France qui décide de ramener ce débat à tel ou tel moment par rapport à son calendrier. On parle pas de la France, là. Non, mais attendez. C'est pas la France qui ramène, c'est pas non plus l'Europe, et c'est encore moins, vous sentez pas visé ce texte. C'est pas une leçon à l'Europe qui serait culpabilisée de sa politique. Mais alors, vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont dans le traitement des immigrés, qu'ils soient légaux ou pas légaux d'ailleurs, qui sont justement pas du tout au niveau de l'humanité de la France. Oui. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est vous-même qui disiez on n'a pas de leçons à recevoir. Mais ce texte, il ne dit pas on donne des leçons à la France. Ce texte, il essaye au contraire... Pardon, je termine mon propos. Oui, mais je parle de la France, moi. De la signature de la France. D'accord. Pardon, moi je parle de la France. C'est pas parce que la France signe un texte... Oui, mais il ne fallait pas le signer. Mais pourquoi? C'est pas parce que ça ne nous concerne pas, si nous on est déjà au standard. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Ça nous concerne au contraire d'avoir, à travers un pacte, la mobilisation de tous les pays du monde qui puissent sur 2 points essentiels, dont un, vous avez expliqué tout à l'heure, vous étiez presque défenseur du pacte tout à l'heure. Je buvais du petit lait quand vous parliez du développement dans les pays sources d'immigration. C'est ce que défend ce pacte. Et donc, il faut bien comprendre qu'en fait, ce texte, il n'est pas en train de donner des leçons à qui que ce soit. Il est en train de remettre de l'ordre sur le plan international dans les différents traités qui existent, dans les différentes politiques qui existent, pour essayer de définir un cadre à la fois de contrôle
et en même temps de traitement humain des gens. Pas pour donner des leçons à la France. Le droit international est déjà pas pour donner. Hein. Mais vous vous avez le sentiment, sérieusement, vous avez le sentiment que la question de l'immigration, pas au niveau. Est-ce que vous avez le sentiment que la question de l'immigration n'est pas dans le pays utilisée en permanence par les uns par les autres. Vous citiez Nicolas Sarkozy, franchement, je le sais, je l'ai vécu. À chaque fois qu'il y a une élection européenne qui arrivait, il expliquait il faut sortir de Schengen, Et comme par hasard, dès que c'était terminé, il ne voulait plus en parler. Parce que tout le monde, vous le premier, Nicolas Sarkozy à l'époque, c'est d'ailleurs une des raisons principales de ma rupture avec lui. Je respecte ça. Comme un certain nombre d'autres, considère que pour des raisons purement électorales, il faut agiter cette question de l'immigration au lieu d'apporter des solutions. Regardez, il y a une solution que rapidement, parce que justement, j'ai une illustration de ce que vous dites et je voudrais que ça nous fasse avancer. Très rapidement, mais ça fait 10 ans maintenant que je propose, parce que c'est comme ça qu'on peut être efficace, qu'on mette en place autour de toutes les frontières de l'Europe une police mutualisée européenne qui permette d'éviter que des pays comme la Grèce ou l'Italie, qui sont absolument incapables de protéger la frontière européenne. Or, c'est notre frontière à tous, commune. Et que ça soit financé, mutualisé par un financement qui touche, y compris les pays qui sont en plein milieu de l'Europe, qui n'ont pas de frontières, et vers qui aucun migrant ne va. Parce que c'est la question européenne. Ça, c'est des sujets sur lesquels vous faire réagir. C'est pas la France. Ce texte, il faut le dire, a fait l'objet de tous les fantasmes, de toutes les rumeurs et de toutes les fake news possibles et imaginables sur les réseaux sociaux. Certains gilets jaunes se sont emparés du sujet et ça a débouché sur des théories complotistes parfois surprenantes. Regardez. Et l'histoire de l'ONU, c'est il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon bah là, s'il fait ça, il vend la France carrément. Ouais, il se sert de cette image-là pour du coup la vendre, quoi. Voilà pour la version gilet jaune. Voici maintenant la version politique. C'était le monsieur, je rappelle, qui appelait à aller à l'Élysée pour... Avec cette nouvelle trahison silencieuse de la nation, nos dirigeants franchissent une nouvelle étape dans la submersion organisée de notre pays. Ces promoteurs, mus par une idéologie mondialiste assumée, se fixent pour vaine ambition de rendre les migrations bénéfiques à tous. Deux styles, deux ambiances, mais le fond est le même, Sophie Taillé-Polian. Écoutez, oui, alors on est dans la submersion, de toute manière. On sait bien que le Rassemblement national et ses alliés sont tout le temps dans le fait de déclencher une vaste peur pour en tirer des bénéfices électoraux. Qui sont ces alliés, mais je pensais à la Debout la France, monsieur. Oui, parce que tout à l'heure, je pensais à Debout la France. Mais je pense je peux préciser, qu'il faut quand même... les Républicains, c'est pas net. Il faut quand même aussi... le mérite de vos convictions. Il faut quand même aussi dire... dans un livre. Il faut quand même aussi dire... On va laisser finir Sophie Taillé-Polian. Effectivement, on a vu de manière assez bizarre les Républicains, la position des Républicains un petit peu bouger sur ce pacte au fur et à mesure du temps. Je pense aussi par une certaine démagogie électoraliste et je le regrette très profondément parce que si les Républicains respectaient le nom qu'ils se sont donné eux-mêmes, je ne pense pas qu'ils feraient cela. On voit aussi quand même aujourd'hui, et je tiens à le redire, que dans la politique, les résultats sont là, dans la politique qui est actuellement menée par le gouvernement, effectivement, pour ma part, je pense qu'elle n'est pas aussi humaniste qu'elle devrait l'être. Et quand on entend des migrants raconter et des associatifs témoigner de tarachage de tentes, etc., et de couverture, eh bien oui, je crois que la France n'est pas à la hauteur et qu'il faut qu'on puisse assumer un certain nombre de valeurs pour juste respecter la dignité humaine et sauver des vies. Parce qu'il s'agit quand même, je voudrais le rappeler, à l'heure où il n'y a plus de bateaux qui naviguent en Méditerranée, de sauver des vies. Il nous reste quelques minutes, je voudrais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Est-ce qu'il y a effectivement une forme d'extrapolation électoraliste du côté des extrêmes ? Alors, les extrêmes, je ne sais pas, mais en tout cas, à Debout la France, j'en ai un peu marre d'entendre ces leçons de républicanisme, la leçon de morale depuis 30 ans. Vous êtes à 4% dans les sondages. Le chaos des gilets jaunes, là, qui, effectivement, on parlait d'immigration, et vous l'avez très bien dit dans votre introduction. Et d'ailleurs, on peut rendre un coup de chapeau aux médias qui ont donné la parole à des gens qui n'avaient jamais la parole et qui ont parlé de beaucoup de choses, y compris d'immigration. Non, mais quand Marine Le Pen dit submersion organisée de notre pays... Mais attendez... Vous validez, ce sont des mots que... Vous avez 80% des demandeurs d'asile qui sont déboutés, qui restent sur le territoire national.
Ça, c'est un chiffre objectif. Mais ça, c'est pas une submersion. Vous avez d'autant plus que je vous rappelle que Nicolas Dupont-Aignan soutenait Marine Le Pen. Au deuxième tour, on a fait le choix de la soutenir contre le candidat que vous avez soutenu. De la même façon que Monsieur Lefebvre, les Républicains. Vous avez du mal avec le dialogue, sincèrement. Je sais que vous avez été ministre. Alors finissez, Damien Lamparts. Quel est le sujet? Quel est le rapport? C'est pas une raison. J'étais en train de parler d'LR pour couper la parole. Donc, avançons, il nous reste quelques minutes, ce serait dommage. Soutenu contre le candidat que vous avez tous soutenu ici, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui aujourd'hui me semble pas. J'ai voté pour lui dès le premier tour. Voilà, dès le premier tour, donc au moins les choses sont claires. Et sur votre question, c'est pas justement faire de l'électoralisme que de parler des sujets. C'est au contraire en parlant des sujets, en expliquant que ce que vous dites, finalement, les gens qui se noient dans la Méditerranée, c'est parce qu'on envoie un mauvais signal. Si on envoyait le signal que les gens ne peuvent pas venir, si on envoyait le signal que les gens en situation irrégulière, clandestins, étaient raccompagnés à la frontière. Il y aurait peut-être moins de gens qui se noieraient en Méditerranée. Mais monsieur, il y a beaucoup de gens qui sont raccompagnés à la frontière. Ils ont vraiment du mal à laisser de la même manière que s'exprimer. Ceux qui donnent des leçons de républicanisme, souvent, sont un peu les moins tolérants. C'est assez classique. Je pense qu'on aura déjà apprécié l'ouverture d'esprit de monsieur et de madame, puisqu'apparemment, quand à partir du moment où on est à droite de la République en marche, alors peut-être pas agir, on dira à droite d'agir, on ne porte pas les valeurs d'humanisme de la France, donc ça fait 30 ans qu'on entend ce discours. Je dirais simplement que quand on parle de synchronisation européenne, on peut tous en rêver de synchronisation européenne. Mais quand on voit aujourd'hui, vous demandez à un Français de voir le cinéma qu'engendre par exemple la crise de l'Aquarius, où on a une hypocrisie totale qui consiste à demander au bateau d'aller à Malte pour ensuite aller récupérer une partie de ces malheureux qui sont sur le bateau. On est tous d'accord là-dessus. Mais il y a une hypocrisie totale en termes de diplomatie européenne qui n'existe pas. Et on aura beaucoup de mal à expliquer aux personnes que une idée de souveraineté européenne pourrait exister et pourrait être porteuse d'une certaine manière des intérêts français quand un vice-chancelier allemand, et ça c'est pas du complotisme, c'est factuel, quand un vice-chancelier allemand demande aimablement à la France, même si juridiquement ça n'a quasiment aucune chance d'aboutir, de céder son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Le simple fait d'avoir fait la demande doit, je pense, éclairer les uns et les autres. Frédéric Lefebvre, il nous reste moins d'une minute. Vous allez conclure ce débat. Écoutez, on voit qu'il y a toujours beaucoup de passion, mais il y a un moment où il faut assumer les choses. Moi, j'ai assumé mes choix. Ça peut faire grincer des dents. J'ai considéré que quand Nicolas Sarkozy a commencé à faire dériver, pour des raisons purement électoralistes, avec votre raisonnement, on n'est qu'à 4%, on n'est qu'à... Donc, du coup, il faut essayer de faire plaisir à ceux qui ont envie d'entendre un message qui est le message de l'exclusion. J'ai considéré, quand il a pris cette décision, j'ai considéré que quand je vois le paysage politique aujourd'hui, il était indispensable de faire naître une nouvelle force humaniste. Et quand je vois les Républicains aujourd'hui, y compris avec des gens que je connais bien, vous voyez Thierry Mariani par exemple, qui était député français à l'étranger comme moi, qui est toujours à LR, dont on sait parfaitement qu'il va aller sur la liste avec le Front National. C'est terminé. Ça gêne personne à LR. Pas plus que le nouveau responsable des jeunes de LR, dont chacun sait qu'il appelait à la discussion, pas plus que les élus LR qui discutent avec des gens du Front National et qui ne sont pas exclus de LR. C'est une nouvelle réalité. C'est la fin de ce débat. Merci à tous les quatre d'y avoir participé. On va passer à l'entretien.